Imaginez un instant. Vous êtes entré dans un quartier. Les étals débordent de fruits. Les vendeurs interpellent les passants. Les clients marchandent. Et maintenant, changeons totalement de décor. Vous êtes devant votre ordinateur en train d'acheter des actions en bourse ou un billet d'avion sur Internet. Deux lieux bien différents, n'est-ce pas? Et pourtant, ils ont un point commun essentiel. Ce sont tous deux des marchés. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans La Voie des sciences économiques et sociales pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce qu'est un marché et surtout comprendre comment naissent l'offre et la demande. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce qu'un marché au juste? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas forcément un lieu physique. Bien sûr, il peut s'agir d'un réel espace, comme un supermarché ou un marché de quartier. Mais il peut aussi être totalement virtuel, comme une bourse en ligne ou une plateforme de réservation. En réalité, un marché, c'est avant tout le lieu, réel ou symbolique, où se rencontrent ceux qui veulent vendre et ceux qui veulent acheter, l'offre et la demande, pour échanger un bien ou un service à un certain prix. Mais qui sont ces acteurs? Du côté de l'offre, il s'agit de l'ensemble des agents économiques qui mettent à disposition des biens ou des services sur un marché, à un prix donné. Le plus souvent, ce sont les entreprises qui proposent des produits. Mais l'offre peut aussi provenir de l'État ou des ménages. Sur le marché du travail, ce sont bien les individus qui offrent leur force de travail. Voilà pour l'offre. Du côté de la demande maintenant. Il s'agit de l'ensemble des agents économiques qui souhaitent acquérir un bien ou un service à un prix donné. On pense immédiatement aux ménages consommateurs qui achètent pour satisfaire leurs besoins. Mais attention, l'État et les entreprises peuvent aussi se retrouver du côté de la demande. Par exemple, lorsqu'une mairie achète des bus pour ses transports publics, elle agit comme un demandeur sur le marché. Le but d'un marché est donc précisément de permettre la rencontre de cette offre et de cette demande afin qu'un échange puisse avoir lieu à un certain prix. Vous suivez toujours? Parfait, on continue. Comme un match de football a besoin de règles, d'un arbitre, les échanges ont besoin d'un cadre. Ce cadre, ce sont les institutions marchandes. Certaines sont très visibles. Droits de propriété, contrats, tribunaux, monnaie stable. D'autres sont plus discrètes, mais tout aussi essentielles. La confiance, la réputation, les habitudes de consommation. Sans ce socle, avouez-le, qui aurait envie d'acheter une maison si rien ne garantissait que le contrat soit respecté? Maintenant que nous savons que les marchés reposent sur des règles, posons une nouvelle question. Est-ce que tous les marchés se ressemblent? La réponse est non. Selon le nombre d'acheteurs et la nature des produits, ils prennent des formes très différentes. Le modèle idéal, celui qu'on trouve dans les manuels, c'est la concurrence parfaite. On y imagine une multitude d'acheteurs et de vendeurs, des produits identiques, une information transparente et la liberté pour chacun d'entrer ou de sortir du marché, que ce soit pour les consommateurs ou les producteurs. Bref, une sorte de marché parfait. Mais qui reste surtout une construction théorique. Dans la réalité, c'est un peu comme les recettes de cuisine. Parfaites dans les livres, impeccables sur le papier, mais franchement, qui réussit vraiment à faire le gâteau comme sur la photo? C'est pourquoi la plupart des marchés sont imparfaitement concurrentiels. Prenons quelques exemples. Le monopole, où seul un vendeur domine le marché, comme la SNCF en France avant l'ouverture de la concurrence. Ou bien l'oligopole, où seulement quelques grands acteurs se partagent le terrain. Pensez au marché des smartphones par exemple, dominé par Apple ou Samsung et quelques autres entreprises. Enfin, la concurrence monopolistique. Où chacun tente de se différencier. Les cafés, les vêtements, chaque marque essaie de se rendre unique pour séduire ses clients. Allez, on souffle 2 secondes. Et j'en profite pour vous dire,
Vous voulez que ce genre de contenu continue d'exister demain? Alors prenez 3 secondes. Commentez, abonnez-vous, likez, partagez. Sans vous, l'algorithme enterre le contenu. Avec vous, il le fait décoller. Pendant qu'on y est, vous pouvez aussi nous rejoindre sur l'app lavoidesses.fr pour découvrir un apprentissage interactif et une communauté autour des sciences économiques et sociales. Allez, on y retourne. Une fois ce paysage dessiné, il nous reste à comprendre ce qui fait vraiment battre le cœur du marché. La rencontre entre l'offre et la demande. On pourrait presque la comparer à une danse à deux, où chacun ajuste ses pas en fonction de l'autre. Du côté de la demande, la logique est simple. Plus le prix monte, moins les consommateurs veulent acheter. C'est ce qu'on appelle une courbe de demande décroissante par rapport au prix. Mais au fond, qui aurait envie de payer plus cher pour exactement le même produit? 2 mécanismes sont à l'œuvre pour expliquer le comportement du consommateur. D'abord, l'effet de substitution. Si le prix du café grimpe, le consommateur se rabattra sur une alternative moins chère, comme le thé. Il se dirige donc vers des produits substituables. Ensuite, l'effet de revenu. Quand les prix augmentent, est-ce que notre portefeuille s'agrandit par magie? Évidemment non, notre pouvoir d'achat diminue et donc notre consommation aussi. Voilà pour la demande. Maintenant, l'offre. C'est exactement l'inverse. Plus le prix est élevé, plus les producteurs sont incités à produire. On parle d'une courbe d'offre croissante par rapport au prix. Après tout, quel producteur refuserait de vendre davantage si son produit lui rapportait soudain plus? Un prix attractif rend la production plus rentable, et même ceux dont les coûts sont élevés finissent par entrer sur le marché. Imaginez par exemple que le prix du blé double demain. Croyez-vous vraiment que les agriculteurs resteraient les bras croisés sans rien faire? Certainement pas. Beaucoup décideraient aussitôt de planter plus de blé, quitte à réduire leur surface de maïs. Et voilà, vous l'avez compris, un marché n'est pas un espace neutre, c'est un lieu encadré par des règles, animé par une multitude d'acteurs et rythmé par ce dialogue permanent entre l'offre et la demande. Et ce n'est qu'un début. Dans le prochain épisode, nous irons plus loin. Nous verrons comment cette rencontre entre offre et demande aboutit à un prix d'équilibre. Pourquoi ce mécanisme peut parfois dérailler et comment les marchés réagissent face aux chocs extérieurs. Derrière la simple étiquette de prix affichée sur un produit se cache en réalité toute une mécanique invisible qui régule nos économies.